Paris, 1925. Dans le grand salon de l'Institut métapsychique, le public s'installe, feutré, sceptique, mais curieux. Un homme se lève, Pascal Fortuny. Rien d'un mage ou d'un saltimbanque, mais une allure discrète, presque professorale. Il avance vers un couple, inconnu de tous. Les yeux mi-clos, il prononce d'une voix claire « Vous venez d'Amérique du Sud. Buenos Aires, peut-être, hein ?» Le silence s'épaissit, le couple se regarde, stupéfait. « Mais c'est exact !» Fortuny continue. « Chez vous, il y a quelqu'un qui vous aide au quotidien. Ramos Moreno, n'est-ce pas ?» Le nom claque dans la salle. Les deux visiteurs, stupéfaits, confirment. Un peu plus tard, il se tourne vers un autre spectateur. « Vous êtes Georges Landois, rédacteur en chef au Matin d'Anvers, n'est-ce pas? Vous aimez jouer au billard avec un ami amateur et parfois, vous échangez même un cigare. » Le spectateur hoche la tête, presque effrayé de voir son intimité ainsi exposée. À cette époque, on appelle ça la métagnomie. Aujourd'hui, on parle davantage de médium ou d'extralucide. Mais au fond, qui peut vraiment dire où finit l'illusion et où commence le réel ? En 1919, Jean Meyer, un riche négociant en vin, fonde l'Institut métapsychique international. Pour cela, il s'entoure du docteur Gustave Gelée et du professeur Rocco Santiliquido de l'Office international d'hygiène publique. Mais l'idée ne date pas d'hier, puisque si on remonte un petit peu en arrière, dans les années 1860, les premiers cercles savants s'intéressent sérieusement aux phénomènes psychiques. C'est en 1885 que Charles Richet, docteur en physiologie, tente d'intégrer ses recherches à la Société de psychologie, alors présidée par le célèbre Charcot. L'initiative échoue, faute d'intérêt académique, mais bien sûr la question reste posée. Donc dès 1891, Richet va fonder avec le docteur Dariex les Annales des sciences psychiques. Dans ces pages, on retrouve des signatures prestigieuses, comme l'astronome Camille Flammarion ou encore le physicien William Crookes, ainsi que des médecins, des philosophes, bref, un petit peu tout le gratin de l'époque qui écrit sur la télépathie, la prémonition, la médiumnité aussi, avec la même rigueur académique que s'il s'agissait d'un sujet de biologie ou d'astronomie. Alors là, on voit bien que les frontières ne sont pas encore tracées. Les sciences psychiques deviennent un carrefour où vont se croiser astronomes, médecins, spirites et chercheurs officiels. Ce n'est qu'en 1900 qu'un premier institut psychique international va voir le jour, mais très vite le terme psychique gêne. Il évoque trop le spiritisme, alors l'institut le rebaptise Institut psychologique international. Et c'est à ce moment que Charles Richet propose un nouveau terme qui va être métapsychique, un mot tout simplement destiné à marquer la différence entre les illusions du spiritisme et cette nouvelle science. Et dans le même temps, on va voir Pierre Janet, qui est aussi une figure majeure de la psychologie moderne, qui va tracer une ligne de séparation vraiment nette, parce que d'un côté, il veut qu'il y ait les recherches pathologiques et de l'autre, l'étude des phénomènes spirites. Et c'est alors que la métapsychique se définit alors comme une branche nouvelle de la psychophysiologie. On va distinguer alors deux voies. La métapsychique subjective, qui va s'intéresser aux phénomènes intellectuels comme la télépathie ou la clairvoyance, et la métapsychique objective, qui, elle, va s'occuper d'analyser les phénomènes plus matériels, comme les effets mécaniques, physiques ou chimiques. Bref, dans les deux cas, l'ambition reste la même, celle qui consiste à appliquer une méthode expérimentale qui va être observée par des faits dits paranormaux avec une impartialité qui leur donne un caractère scientifique. En France, on va parler donc de métapsychique, mais à la même époque, dans le monde anglo-saxon,
on a un autre terme qui va s'imposer, c'est la parapsychologie. Un terme qui sera un petit peu plus tard popularisé par Joseph et Louisa Rinn à l'université de Duke aux États-Unis. Et voilà, la boucle est bouclée. La science psychique s'installe enfin officiellement, donc c'est la naissance de l'Institut métapsychique international. Et en parallèle, Gustave Gelée lance la revue Métapsychique qui devient l'organe officiel de ce mouvement. Et cette fois, l'ambition est claire, étudier scientifiquement ce que l'on appelait déjà la métagnomie. À l'Institut métapsychique, on ne parle certainement pas de magie de salon ni de croyances vagues. Non, on parle de séances vivantes qui sont encadrées et mesurées. Alors, qu'est-ce qu'on étudie ? D'abord, la télépathie, cette faculté de transmettre une pensée à distance. On étudie aussi la médiumnité, quand quelqu'un décrit un lieu, un objet ou même une scène qu'il n'a jamais vue ou entre en contact avec les défunts. Vient ensuite l'art spirit, quand une main guidée semble peindre ou écrire sans que la personne ait vraiment une formation artistique. Et on s'intéresse aussi à la psychokinèse, cette capacité attribuée à l'esprit d'influencer la matière. Et enfin, à l'ectoplasmie, qui est l'étude des formes blanches qui surgissent en pleine transe, parfois fixées dans les moulages de cire, comme si l'esprit franchissait la frontière de la matière. Alors évidemment, toutes ces expériences ne se vivent pas avec la même intensité. Donc Louisa Rinn fait quelque chose de très intéressant puisqu'elle va analyser des milliers de récits et elle va proposer une classification qui est toujours utilisée de nos jours. La première, c'est l'intuition pure, donc un simple pressentiment qui va surgir sans image et sans raison apparente. La deuxième, c'est ce qu'elle appelle la perception hallucinatoire. Donc là, on voit une scène, on entend une voix, on ressent quelque chose comme si ça venait de l'extérieur. La troisième, ça va être les rêves irréalistes, donc l'apparition des images qui ressemblent à des symboles ou à des allégories, des rêves qui demandent une interprétation. Et enfin, les rêves réalistes, ceux qui sont si nets, si précis, qu'on a vraiment l'impression de voir une photo, une scène qu'on a déjà vécue, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Alors, grâce à cette classification, Rinn montre bien que les perceptions ne prennent pas toutes la même forme et surtout qu'il ne faut pas tout confondre. Il y a expérience vécue, il y a l'image symbolique et il y a l'interprétation personnelle. Qu'est-ce qui distingue finalement un médium d'une pathologie psychiatrique ? La frontière est assez ténue, je dois dire, parce qu'entendre une voix, voir une image, même sentir une présence, ça peut ressembler à des formes d'hallucination. Mais la différence, elle n'est pas là. Elle se joue finalement dans la façon dont l'expérience s'inscrit dans la vie. Chez un médium, ces perceptions surgissent de temps à autre. Elles trouvent leur place naturellement. Elles ne vont pas bouleverser le quotidien. Dans une pathologie, au contraire, les voix vont s'imposer. Les visions, là, sont pour le coup très envahissantes et petit à petit, elles enferment l'esprit. Il y a aussi la question de la maîtrise émotionnelle. Quand on vit ses perceptions sans perdre ses repères, sans être happé par l'angoisse, elles deviennent finalement une ressource. Sinon, elles restent une épreuve. Et la psychologie contemporaine le confirme d'ailleurs, puisque des études comme celle de Wabé et Radin en 2018 montrent bien que les personnes ayant des expériences médiumniques obtiennent des scores légèrement plus élevés sur l'échelle de dissociation, bien sûr, mais toujours en deçà du seuil pathologique. On parle alors d'une sensibilité ouverte, mais qui reste contrôlée. Une ouverture qui élargit la perception d'un individu, mais sans tomber dans la confusion ou la perte de repères psychiques. Le médium est un intermédiaire. D'ailleurs, l'étymologie du mot médium vient de ce qui est au milieu, ce qui est central. Cette appellation, qui diffère de l'appellation antérieure, est pour moi arrivée de la perception collective, justement de ce fait que le médium est au centre. Il a cette fonction de réception de l'information qu'il va retransmettre au niveau de la matière. Bien entendu, cette information, à mon sens, est contenue
dans l'énergie qui nous entoure. Cette énergie peut être appelée inconscient collectif ou annales akashiques ou toute autre appellation, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le médium a cette faculté de pouvoir recevoir une information à partir d'une énergie et de la retransmettre au monde concret. Alors, par où va-t-on commencer? Eh bien, par les éléments. Tout d'abord, on a l'eau qui reçoit, qui imprègne, elle capte les impressions les plus fines, les plus sensibles. Le feu, quant à lui, il émet, donc il projette la vision et avec lui vient l'intuition comme une certitude qui jaillit du plus profond de soi. Si on poursuit cette piste, évidemment, certains signes vont se distinguer, comme les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, qui favorisent donc la sensibilité et l'imprégnation. Et puis les signes de feu, Bélier, Lion, Scorpion, qui vont porter la vision avec cette force vitale et l'élan prophétique. Maintenant, si on regarde du côté des planètes, on croise d'abord Mercure, le grand messager qui traite et organise l'information. Puis vient Vénus qui va incarner la sensorialité, la capacité à ressentir par le corps. Et enfin, la Lune qui est notre baromètre émotionnel, celle qui capte avant même que Mercure n'ait eu le temps de formuler. Mais derrière tout ça, nous avons deux acteurs qui ont un rôle primordial. C'est Pluton et Neptune. Alors pourquoi ? Parce que Pluton, lui, il agit comme un capteur viscéral qui sert de relais entre l'intuition archaïque et l'instinct primaire. Il est celui qui gère cette frontière, plus ou moins grande, selon les individus, entre le conscient et l'inconscient. Mais alors figurez-vous que ce n'est pas l'équilibre qui rend médium, mais plutôt la faille. Pluton désigne justement cette brèche où peut surgir l'expérience extrasensorielle. Mais cette brèche doit se remplir, elle ne peut pas rester vide. Et c'est pour ça que Neptune absorbe et dilue par la réceptivité à l'autre et à son environnement. Donc là où Pluton va fracturer, lui, Neptune va plutôt répandre et diffuser. Mais pour que tout ça ne devienne pas envahissant, on a besoin de Saturne. Non pas pour éteindre la perception, mais pour lui offrir un ancrage. Saturne donne une forme au contenant, afin de limiter les débordements qui risqueraient d'emporter l'esprit. Donc grâce à lui, l'intuition flottante devient une expérience intégrée, capable de s'inscrire dans une réalité et de se transmettre. Alors étonnamment, c'est dans la maison 8 et 12 que Saturne se révèle être le plus puissant. Pourquoi ? Parce qu'il oblige à lever la chape de plomb qu'on a posée pour aller chercher ce qu'on n'ose pas toujours regarder en face. Bref, vous l'aurez compris, ce qui semblait n'être qu'un chaos de perception peut alors devenir enfin un vrai chemin de connaissance de soi. Exigeant, certes, mais plutôt fécond, parce que l'eau, on n'oublie pas qu'elle l'abreuve et qu'elle nourrit la terre. Comme l'a dit Alain, le médium est un transmetteur entre deux plans. Il doit toujours émettre s'il veut rester aligné à son parcours. Et pour cela, il a besoin finalement de Mars qui va mobiliser son énergie et mettre en mouvement l'intuition. Mais c'est avec Jupiter qu'on peut élever le signal et qu'on lui donne une vision beaucoup plus universelle. Donc, comme l'a dit Louise Arine, chaque chemin reste très particulier et la forme aussi, parce que parfois, il arrive qu'on ait des éclairs de génie, un flash qui apparaît comme ça, et là on y voit plutôt l'œuvre d'Uranus. Alors oui, certains thèmes montrent bien un terrain favorable, des liens entre les planètes intimes et les planètes transpersonnelles, des stelliums aussi, qui créent un champ vibratoire dense. Mais il ne faut pas oublier que ce sont aussi des circonstances qui mettent en marche tout ce petit rouage. Alors la médiumnité, chimère ou réalité en attente d'un écho scientifique ? L'astrologie, elle, nous permet de penser ces expériences plutôt comme des influx énergétiques qui traversent chacun d'entre nous. Alors plutôt que de rejeter ce qui n'est pas encore compris par tout le monde, je suggère qu'on regarde, qu'on écoute et qu'on essaye de décrypter finalement un langage qui est celui du symbolisme. Car le plus important, n'est-ce pas d'apprendre ce que nous ignorons encore de nous-mêmes ?